Le phénomène musical du moment aux millions de fans à travers le monde, la K-pop, un phénomène venu de Corée du Sud dont le groupe s'appelle BTS. La K-pop, on va juste dire ce que c'est de la pop sud-coréenne, ça on l'aura bien compris. À confondre avec la K-pop de fiacre. Le tout saupoudré de références à l'univers manga. Ils sont vraiment créés de toutes pièces par une énorme, une puissante maison de disques sud-coréenne. Oui, c'est ça, boy band des années 80 avec des coupes de cheveux incroyables. C'est exactement ça. Sauf que c'est une musique bien particulière avec des chanteurs, des artistes bien particuliers aussi. Beaucoup de Coréens considèrent la chirurgie esthétique comme un préalable indispensable à une carrière réussie. Ah ouais, elles ont même pas 20 balais. C'est la K-pop, la musique pop coréenne, son cheval de Troie pour vendre ses produits et se faire connaître, notamment en France. On ne peut échapper aux publicités invitant à modifier son apparence. Et tout ça pour ça, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Vous allez voir comment ces jeunes artistes sont en fait fabriqués, formatés pour devenir des ambassadeurs de la Corée du Sud. On a l'impression vraiment d'être dans un monde parallèle. On se demande si le modèle culturel européen n'est pas en train d'être totalement dépassé. Depuis quelques années en France, ce type de reportage concernant la pop coréenne est régulièrement visible dans les médias traditionnels, que ce soit à la télé, à la radio ou dans les journaux. Il renvoie une image très arrêtée, sans nuance sur le style musical, et véhicule un ensemble de stéréotypes qui sont aujourd'hui ancrés dans l'inconscient collectif. La K-pop, ce sont des jeunes hommes efféminés ou des jeunes femmes en tenue d'écolière qui dansent sur de la musique pop acidulée, dans des clips qui mettent plus en avant l'aspect visuel que le contenu artistique. Que ce discours soit vrai ou non, le point commun entre tous ces reportages reste la critique absolue du genre musical et la volonté des journalistes de montrer que la K-pop, c'est pas de la vraie musique. Les fans de leur côté, ils sont pointés du doigt comme n'ayant pas de réels goûts musicaux, comme si ce qui les passionnait avait moins de valeur qu'un autre domaine culturel considéré plus noble. La K-pop et son public, comme beaucoup d'autres niches culturelles, sont catégorisés et critiqués comme étant des sous-cultures. Par qui exactement ? Selon quels critères ? Qu'est-ce qui définit exactement cette classification culturelle ? Et est-ce que le concept est bien réaliste ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Bienvenue dans Mixing Society, je m'appelle Suzy, et aujourd'hui nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que la sous-culture et pourquoi la K-pop est considérée comme telle. Commençons par les bases. Si on cherche tout simplement sous-culture dans le dictionnaire, on tombe sur la définition. Ensemble de valeurs, de normes et de comportements propres à un groupe social donné et manifestant un écart par rapport à la culture dominante. Le terme sous-culture désigne donc un groupe minoritaire à l'intérieur d'un ensemble plus grand, avec un certain nombre de points communs, mais des différences importantes qui le séparent de la culture dominante. Dans sa définition pure, le terme n'a donc pas de connotation péjorative et peut simplement désigner par exemple une culture régionale. La culture bretonne est une sous-culture de celle française et la culture française est une sous-culture de celle européenne. Il s'agit simplement d'une catégorisation pour différencier un sujet d'un autre sans valeur de jugement. Pourtant, le terme a clairement une connotation péjorative dans l'inconscient collectif. En parler quand on évoque un sujet artistique, ce n'est généralement pas pour en dire du bien. Malgré ça, le terme a aussi été employé par des minorités culturelles souhaitant volontairement se placer en opposition et se séparer de la majorité dominante pour mieux la dénoncer. C'est le cas du mouvement punk en Angleterre dans les années 80. Sur ce point, la notion de contre-culture définit plus justement ces comportements et ne correspond pas à ce que nous souhaitons évoquer aujourd'hui. Dans cette vidéo, on souhaite avant tout évoquer le jugement de valeur associé à la sous-culture, celui qui sous-entend une légitimité d'une culture par rapport à une autre. Il est présent quand la culture dominante désigne la sous-culture et non quand une minorité se revendique comme telle. Si le terme sous-culture n'a donc normalement pas de connotation péjorative, il est utilisé de manière négative par la majorité et étudié comme tel en sociologie. Bien que l'expression ne soit pas littéralement utilisée, elle peut tout à fait être associée à des termes tels que la culture de masse, la culture populaire ou encore la fan-culture, des valeurs qui sont décrites et étudiées dans le domaine des sciences sociales, de l'information et des médias. La notion de sous-culture dans le sens où nous souhaitons l'aborder aujourd'hui est étudiée en sociologie depuis peu de temps. Pierre Bourdieu est un des premiers sociologues à étudier ce concept de valeur culturelle en voulant opposer la culture populaire et la culture dite savante. Son discours est très orienté vers la mise en valeur de cette culture d'élite. Il révèle de l'image négative que la culture populaire a dans le milieu de la recherche. Il explique que la culture est un moyen de distinction sociale et qu'on peut parler d'un capital culturel comme d'un capital économique. Pour faire simple,
Nos goûts en matière de littérature, de musique ou simplement nos goûts culinaires servent à nous différencier socialement. De ce principe, il en déduit que la culture populaire n'existe pas vraiment, mais qu'il s'agit plus d'un dérivé de la culture dominante adoptée par le prolétariat. Pour lui, la culture populaire n'a pas de réelle autonomie ou de but, et seule la culture savante doit servir de référence. Autrement dit, l'opposition entre culture populaire et culture savante correspond à l'opposition des classes sociales. Une certaine vérité transparaît dans ces propos, car la culture prend beaucoup d'importance quand elle est partagée et correspond à un groupe social d'individus. À son époque, les produits culturels étaient bien moins accessibles dans les classes les plus pauvres. De nos jours, sa vision de la culture populaire n'est plus du tout véridique, principalement à cause de la mondialisation. En France, la K-pop est très peu représentée dans les médias traditionnels. Elle est diffusée très peu, voire pas du tout, à la télévision ou à la radio. Si on veut en apprendre plus sur le sujet, il faut forcément passer par Internet, en faisant la démarche par soi-même. Cet exemple est frappant en ce qui concerne la théorie de Bourdieu, car on apprend alors que les barrières sociales, géographiques ou financières sont moins présentes actuellement qu'elles ne l'étaient il y a encore quelques dizaines d'années. La culture populaire s'est largement diffusée et a effacé dans certains domaines la distinction culturelle qu'il pouvait y avoir entre classes sociales. La radio, puis la télévision et enfin Internet ont rendu la culture bien plus accessible et diversifiée. Actuellement, les études qui se penchent réellement sur le sujet sont très peu nombreuses et si elles existent, elles sont très récentes. On peut clairement supposer que ce manque de travaux est dû au jugement négatif que porte le domaine scientifique sur la culture populaire. La plupart du temps, elle est discréditée et jugée comme inférieure à la culture savante. On l'associe souvent au terme de culture de masse et à la notion de consumérisme. La sociologue Antigone Mouchtouri décrit la culture de masse comme accessible à tous sans distinction sociale, car elle est faite pour être immédiatement comprise par le plus grand nombre. Il s'agit d'un mode de production standardisé qui unirait les goûts culturels et artistiques de chacun. Les individus qui l'ont pratiqué sont décrits comme des consommateurs plutôt que des passionnés qui ne réfléchissent plus réellement à la portée artistique de leur intérêt et se contentent de consommer ces produits culturels sans réfléchir. Cette idée est beaucoup plus liée à la société actuelle et à la globalisation. On y dénonce une culture mondialisée, sans diversité, ne servant qu'à plaire à la majorité. Cette critique est très présente pour la K-pop, qui est décrite comme un produit formaté, peu authentique, et dans un sens, elle correspond à cette image. Avant d'être un genre musical, la K-pop, c'est avant tout une industrie. Culturelle et artistique certes, mais elle comprend tout un système de production pour assurer le bon fonctionnement des agences, des artistes et la rentabilité économique de ceux-ci. Cet aspect capitaliste du genre musical reflète parfaitement les inquiétudes de la société savante européenne, et notamment française, face à l'importation des contenus culturels dits de masse, au détriment de ceux nationaux. La musique coréenne peut être définie comme une culture populaire parce qu'elle est produite par et pour les médias de masse, à l'adresse d'un public vaste. Le système de production s'adapte en fonction des réactions du public à son contenu pour proposer un produit toujours plus accessible et à la mode. La K-pop correspond donc, en tout cas sur ce point, à la notion de culture populaire et donc de sous-culture décrite par les sociologues. Cependant, on remarque une première contradiction face à ce constat. La sous-culture que nous essayons de définir a une variante géographique. Ce qui est pratiqué par une minorité dans un pays peut correspondre à la culture dominante dans un autre, et c'est le cas de la K-pop. En France, la communauté des fans de K-pop représente clairement une minorité, mais c'est une culture qui est totalement dominante en Corée du Sud et qui a même une influence très importante dans toute l'Asie de l'Est. On parle de la Hallyu, traduite par vague coréenne, désignant le soft power coréen et dont la musique est l'un des éléments principaux avec les K-dramas et les jeux vidéo. La K-pop a un impact sur le quotidien des Sud-Coréens et son industrie est soutenue par le gouvernement. Si la K-pop est une culture de niche et correspond sur certains aspects à la définition de sous-culture, elle est vécue et pratiquée complètement différemment à l'autre bout du monde. Si certains la définissent donc comme sous-culture, cette réalité n'est pas du tout applicable sur le monde entier. On ne peut donc étudier le phénomène que sur une zone géographique qui nous concerne, c'est-à-dire la France. Ce qu'on retient principalement des études sociologiques sur la culture populaire en France, c'est cette opposition constante avec la culture savante. Cette constatation s'explique mieux quand on essaye de comprendre les origines de la culture savante. Elle se définit fondamentalement en opposition à la culture populaire. C'est une opposition de goût et de valeur avec une idée de fond toujours présente, donner une légitimité à la passion qu'on exerce.
Cette vision de la culture savante établit donc un classement de valeurs entre les influences culturelles selon certains critères afin d'attester que certaines passions sont plus légitimes que d'autres et devraient donc être prédominantes dans le paysage culturel français. La culture populaire est très souvent critiquée sur les mêmes points. Le critère économique, qui définit la culture populaire comme un produit de consommation plutôt qu'un réel objet culturel, ainsi que le critère social, qui définit la culture savante comme une culture appartenant aux classes plus élevées et donc plus à même d'avoir accès à une culture dite intelligente. Enfin, la culture savante se distingue souvent par son aspect historique. Comme elle est plus ancienne, elle serait plus légitime car elle perdure dans le temps. Il est important de garder cette idée que plus une passion s'inscrit dans le temps, plus elle gagnera en légitimité aux yeux de la majorité. Cette vision des choses est encore tout à fait vérifiable de nos jours, notamment dans les médias traditionnels, où les divers chroniqueurs et journalistes prennent souvent à cœur joie de discréditer les produits de la culture populaire en utilisant ces critères. La K-pop échappe en partie à ce jugement grâce à la barrière de la langue. En effet, difficile de critiquer des paroles ou un texte qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est sur ce point qu'un sujet important peut être abordé. Qu'est-ce que critique exactement la culture savante dans la culture populaire si elle ne cherche pas à comprendre et à définir ses mécanismes ? Même si les recherches scientifiques sur le sujet se veulent un minimum renseignées, il en transparaît toujours l'idée que le critique, attaché à sa culture élitiste, ne veut pas être mêlé à cette sous-culture qu'il souhaite définir. Difficile de dénoncer de manière constructive quelque chose qu'on ne souhaite pas réellement appréhender. C'est là que tout le concept de légitimité autour de la culture savante est à remettre en question, ainsi que les individus le défendant. S'il est plus difficile à remarquer dans les recherches sociologiques, ce manque réel d'intérêt, et donc de légitimité à juger, est parfaitement retranscrit dans les médias. Les termes mal prononcés, les noms écorchés et ce manque d'intérêt moqueur envers les différentes cultures de niche ne sont qu'une preuve que la critique portée est très peu renseignée et donc non légitime. Beaucoup se souviennent du fameux Meuporg et on ne compte plus le nombre de fois où un journaliste a volontairement ou non écorché le nom d'Aya Nakamura. Pour la K-pop, c'est le mot en lui-même qui pose souci. On ne dit pas K-pop, mais bien K-pop, parce que le K se prononce à l'anglaise. C'est un mot international qui définit l'industrie musicale sud-coréenne dans le monde entier. Il y a autant de raisons de dire K-pop que de dire Michael Jackson. Ça n'a aucun sens, et ça prouve juste un manque de renseignements sur le sujet. La K-pop, en tant que sous-culture, est jugée négativement par le milieu savant, en partie par manque de connaissances, mais surtout d'intérêt à en parler. Elle est de plus assez récente, et donc peu de recherches sont faites sur ce phénomène. Pour autant, le genre musical a tout de suite été catégorisé par les médias et la majorité culturelle comme étant en opposition avec la culture savante et donc non légitime. Il faut bien comprendre ici que ce système de classification a été pensé à l'avantage de ses créateurs, afin d'accentuer cette scission entre les cultures. Il faut attendre le début des années 2000 pour voir le discours sociologique évoluer, même si la plupart des études restent concentrées sur la culture savante et critiquent ou ignorent totalement la culture populaire. Gabriel Segret, qui est un des premiers à proposer une autre vision de la question, explique que cette opposition constante des identités culturelles entraîne une disqualification de l'autre au profit d'un ordre culturel dominant, élitiste et sociocentré. Même si on comprend à présent que cette vision de la légitimité culturelle n'a pas vraiment de sens, ou en tout cas qu'elle prend une tournure différente en fonction de qui elle concerne, on peut toujours essayer de comprendre ce qu'il advient de la K-pop face à ces jugements de valeur. Selon cette vision des choses, notre point de vue et nos goûts ont plus de valeur s'ils peuvent être considérés comme savants. Les sources scientifiques servent à confirmer et à légitimer une information ou un propos. Donc dans cette logique, à partir du moment où on arrive à tenir une conversation argumentée sur sa passion, à en expliquer le sens et à prendre un certain recul sur elle, on la légitimise en partie. Si vous n'avez pas encore compris, c'est ce que j'essaye de faire dans cette vidéo. Parler de K-pop d'un point de vue sociologique, dit savant, parce qu'apparemment ça n'a pas d'intérêt pour les personnes qui sont censées être plus légitimes que moi d'en parler. Le chapitre précédent nous a montré que la critique de la culture populaire est avant tout une disqualification de cette dernière par la culture élitiste. Celle-ci cherche à se distinguer de ces nouvelles passions qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne souhaite pas intégrer. La critique est surtout sur la forme et jamais réellement sur le fond du propos, le but étant de discréditer sans vraiment critiquer l'objet culturel. Ce qui découle de ce constat est que ce n'est pas la culture en elle-même qui est désignée illégitime, mais ceux qui l'ont pratiquée. Il est beaucoup plus facile de pointer du doigt un fan que d'expliquer réellement en quoi ce qui le concerne est problématique. Le discours savant concernant la fan culture a profondément marqué les médias et par conséquent la majorité de la population française. Et sur ce sujet, les fans de K-pop en sont l'exemple contemporain par excellence. Pierre Bourdieu définit le fan comme une sorte de militant dominé et aliéné.
Il serait voué à consommer les produits culturels les moins légitimes de la culture populaire. Le sociologue évoque une envie compulsive d'accumuler les objets et les connaissances sur l'œuvre ou l'artiste. Au-delà du produit culturel, Bourdieu critique son mode de consommation qui ne serait pour lui que la compensation d'un manque d'éducation. Les recherches savantes concernant la passion et la fan culture présentent le sujet presque comme une pathologie, quelque chose qu'il faudrait éviter pour ne pas sombrer dans une certaine sorte de déviance. Cette vision a été remise en question dans des études plus récentes de la fan culture, notamment celle de Marc Dufette, qui dresse la liste des représentations véhiculées par les sociologues du XXe siècle. On y retrouve un goût marqué pour les objets insipides et futiles, une immaturité et infantilité, l'absence de distinction entre la réalité et l'imaginaire. Le sociologue Christian Lebart estime que les représentations ordinaires du fan dans les médias et la culture dominante vont à l'inverse d'une représentation individuelle du passionné. Elle préfère présenter la fan culture comme le produit stéréotypé d'une industrie de masse. Pour lui, les médias ont pris le relais du discours scientifique pour rendre l'identité du fan dégradante. Les médias montrent avec prédilection les excès que peuvent commettre les fans qui sont mis en avant et occultent totalement les pratiques plus raisonnables et mesurées. Le discours des médias réduit donc l'image du fan à celle de la groupie. Ces idées ont engendré deux images types du fan, l'individu obsédé et replié sur lui-même, ou bien à l'inverse, la foule hystérique. Ces stéréotypes alimentent la représentation du fan dans les médias qui vont pointer du doigt les minorités comme une représentation de l'ensemble d'une communauté de passionnés. L'un des plus célèbres exemples est celui de Mark David Chapman, l'assassin de John Lennon qui était obsédé par l'artiste. Autant dire dans l'inconscient collectif que le fan de K-pop est la représentation parfaite de ces clichés. Majoritairement féminine, le public ciblé est jeune et issu d'une catégorie sociale moyenne ou pauvre propre à la culture populaire. Si plusieurs de ces critères correspondent en effet à une majorité des fans de K-pop, cette définition n'en reste pas moins stéréotypée et ne correspond pas à la réalité. Dans mes premières recherches pour écrire cette vidéo, j'ai cherché à savoir quelle était l'importance de la communauté des fans de K-pop en France. En effet, si je devais parler de minorité culturelle et de sous-culture, il me paraissait logique que je puisse donner des chiffres concrets concernant cette fameuse communauté. C'est ainsi que j'ai compris un point important sur les communautés de passionnés, c'est qu'elles ne sont pas quantifiables. Cette notion remet presque toute la critique sociologique de la fan culture en question, car la définition même du fan est à revoir. Il est impossible de calculer le nombre de fans de K-pop de manière précise, comme il est impossible de quantifier le nombre total des fans des Beatles de leur début à aujourd'hui. Gabriel Segré affirme que la définition du fan sur des critères socio-professionnels, sur l'âge ou le genre, n'est pas valide. Selon lui, il est très difficile, sinon impossible, d'établir un profil précis des fans. Le seul véritable point commun entre les fans est la passion pour quelqu'un ou quelque chose, et que ce point commun permet de former des communautés différentes en fonction de l'objet de la passion. Une critique revenant très régulièrement concernant les fans de K-pop est l'aspect juvénile de la passion. La culture liée à la K-pop n'est pas légitime parce qu'elle est trop récente et son public trop jeune pour avoir un réel avis constructif sur ce qui le passionne ou non. Même si nous avons pu vérifier que ces clichés concernant les communautés de fans sont faux ou alors non vérifiables, ils sont tout de même véhiculés dans les médias et intégrés par l'opinion publique. Une des phrases les plus représentatives que les fans de K-pop et plus généralement de culture de niche ont entendu est le fameux « c'est qu'une phase, ça va passer ». J'écoute de la K-pop depuis presque 10 ans maintenant, j'attends toujours que ça passe et je suis loin d'être la seule dans le cas. Si on prend la date symbolique de création de la K-pop, c'est-à-dire 1992, elle aura 30 ans en 2022 et Gangnam Style 10 ans la même année. Si en effet la cible de la K-pop est un public jeune, il ne faut pas oublier que le phénomène prend de l'âge et ses fans aussi. Ce constat nous ramène à un point évoqué un peu plus tôt concernant le facteur temporel lié à la légitimité d'une culture. Plus elle est ancienne, plus elle a de la valeur. L'aspect temporel de la légitimité culturelle est tout à fait vérifiable. Des cultures considérées de niche ou populaires il y a encore quelques années sont en train de se démocratiser. C'est le cas par exemple du métal, sous-culture absolue des années 90, beaucoup plus acceptée et reconnue aujourd'hui. Ce phénomène s'explique en partie parce que la communauté de fans liée à ces sous-cultures vieillit elle aussi, gagne en expérience et en connaissance. Elle peut assumer, défendre et crédibiliser bien plus facilement sa passion. Les jeunes ados métalleux ont aujourd'hui la trentaine, un pouvoir d'achat et une opinion bien construite sur leur passion. C'est le même phénomène qui est en train de se passer avec la K-pop. Une partie des fans français des années 2000-2010 rentrent peu à peu dans la vie active tout en restant attachés à cette passion qui fait partie à présent de leur identité culturelle. En même temps de grandir avec, ils participent à l'évolution de la communauté culturelle qui les définit, la rendant plus légitime. Par exemple, je n'aurais clairement pas pu écrire cette vidéo il y a 2 ans, parce que je n'aurais pas eu les connaissances et la culture nécessaires pour me sentir légitime par rapport à ce que je raconte. Pour autant,
Je n'aurais jamais pu obtenir cette confiance et légitimité si je n'avais pas évolué dans un milieu me permettant d'exercer ma passion, c'est-à-dire des proches ne portant pas de jugement sur la culture à laquelle je m'identifie. De plus, en exprimant mon point de vue sur le sujet dans cette vidéo, je rends ma passion un peu plus légitime. C'est cet exemple de cercle vertueux qui rend une culture plus savante. Peut-on en déduire qu'avec le temps, la K-pop sera plus proche de la définition sociologique de culture savante que de la culture populaire ? C'est le cas de bien des cultures de niche qui, à leur époque, étaient controversées et dénoncées et qui sont aujourd'hui acceptées par tous, voire même glorifiées. Ce phénomène est vérifiable dans énormément de domaines culturels, comme la littérature, la peinture, le cinéma et bien entendu la musique. Des artistes tels que Beethoven, Coco Chanel ou encore Van Gogh n'étaient absolument pas reconnus, voire fortement critiqués par la culture dominante de leur temps. Aujourd'hui, ils font partie intégrante de cette culture savante qu'une certaine élite sociale cherche à protéger et élever à tout prix. Il n'y a aucun rapport d'un point de vue culturel avec la K-pop, ce n'est pas le même domaine ni le même contexte, mais d'un point de vue sociologique, c'est un phénomène similaire qui est décrit. Ce constat nous fait comprendre qu'il y a une variante temporelle et géographique dans l'idée de culture de niche et de culture dominante. Il est possible pour une sous-culture de devenir savante avec le temps sous certaines conditions, et cette constatation rend la définition sociologique du terme encore plus bancale qu'elle ne l'est déjà. Parce que si on doit retenir une chose de toute cette réflexion, c'est que si la K-pop ou toute autre forme de sous-culture était simplement critiquée de manière constructive, sans cet ajout de valeur culturelle et ce besoin de rabaisser une passion par rapport à une autre, le problème ne se poserait même pas, et je ne serais pas en train de faire cette vidéo. Pour résumer cette petite étude sociologique que nous avons essayé de mener, on peut déjà dire que si ici on parle de K-pop, le problème lié à la notion de sous-culture n'est pas du tout spécifique au genre musical, mais présent dans tout un tas d'autres domaines culturels. On peut appliquer le même raisonnement en parlant de manga, de jeux vidéo ou même encore de rap. Le problème ne vient donc pas de la K-pop spécifiquement, mais bien du terme sous-culture et de la connotation péjorative qu'il a. La notion a été inventée par des individus ayant une identité culturelle propre et ne voulant pas qu'une culture plus récente soit placée à un même niveau d'importance que la leur. D'abord parce qu'ils ne la comprenaient pas, mais surtout qu'ils ne voulaient pas être identifiés à elle. L'idée de sous-culture évoque donc un rejet et une critique automatique et non réfléchie de ce qui nous est inconnu. Le concept de sous-culture, qui est théorisé en sociologie et relayé par les médias, est donc faux. Si la définition du mot existe bien, celui-ci n'est pas applicable dans bien des domaines, notamment en fonction du lieu, de l'époque, mais surtout de l'individu qui l'utilise. Tant qu'elle n'est pas revendiquée, la sous-culture n'existe pas. La K-pop n'est pas définie par la consommation des produits culturels qui lui sont propres, mais par l'identification et l'assimilation que chaque individu en fait, et leur volonté de se regrouper pour partager cette culture. Chacun se crée sa propre identité culturelle, en fonction de ses goûts, qu'il partage ou non avec ses différents cercles sociaux. Parce qu'on peut tout à fait être fan de K-pop, de métal et de musique classique en même temps. Il n'y a pas de culture plus valable qu'une autre, il s'agit d'une construction personnelle et propre à chacun, qui va nous faire aimer un sujet plutôt qu'un autre pour des raisons totalement subjectives. En somme, se passionner pour le rap français, les films d'époque anglais ou pour les peintres du XVIe siècle correspond à la même démarche sociologique. L'important étant de garder un certain recul par rapport à ses goûts, comprendre qu'ils ne sont pas absolus, mais qu'ils n'ont pas moins de valeur que ceux du voisin. Si j'ai défendu sur beaucoup d'aspects la K-pop dans cette vidéo, cela ne m'empêche pas de lui reconnaître beaucoup de défauts et d'être même de plus en plus exigeante envers elle avec le temps qui passe. On peut toujours critiquer ou défendre une passion sur de nombreux sujets. Le tout est de le faire en étant renseigné et avec un minimum d'objectivité. L'adoration, aussi bien que la stigmatisation, ne seront jamais enrichissantes, et réduire les passionnés à ces deux extrêmes l'est encore moins. Pour conclure, on peut citer une dernière fois Gabriel Segret, qui nous rappelle qu'à travers leur passion, les individus grandissent, deviennent plus forts, plus assurés, plus équilibrés. Les fans trouvent dans ces passions une réponse au besoin de croire, d'aimer sans condition, de s'engager sans réserve. À bien y regarder, et malgré la critique commune et savante qui est faite du mot, on oublie souvent qu'on est tous à des degrés différents, fans.
Merci d'avoir regardé l'épisode pilote de Mix in Society jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Vous trouverez tous les crédits audio et vidéo en description, ainsi que les sources qui m'ont été utiles pour écrire cet épisode. Dans les mois qui arrivent, d'autres vidéos sortiront, portant sur des sujets culturels en lien avec la K-pop ou simplement la culture coréenne en général. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt. Hey, you wanna come in?